Bienvenue dans School TV, le MAG. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, qui façonnent l'avenir de l'éducation. Je suis toujours en compagnie de Cécilia Brio. Salut Cécilia. Salut Alix. Voici le sommaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir les fondateurs de l'association Eureka, je réussis. Pourquoi ont-ils décidé de s'engager pour l'avenir des jeunes du Grand Roissy? Quelles problématiques éducatives et sociales les ont poussés à fonder cette structure? Éléments de réponse à suivre. Nous découvrirons ensemble leurs actions phares, du soutien scolaire aux ateliers culturels en passant par l'orientation professionnelle. Comment l'association accompagne-t-elle concrètement les jeunes du territoire? Quels résultats en termes de réussite scolaire, d'épanouissement et d'insertion professionnelle? Ils nous disent tout. Et dans ta loupe, Cécilia, tu vas nous parler d'une jeune femme dont le parcours t'inspire. Oui, Christiane Fagbemi, qui est lauréate du prix Égalité des chances, qui est devenue présidente d'association. C'est parti pour une nouvelle émission. Et j'accueille tout de suite mes invités. Bienvenue Ali Kadjewi, ancien président de l'association Eureka, je réussis. Merci d'avoir répondu présent. Merci à vous pour votre invitation. Bienvenue également à Salahedine Nekrouz, vice-président de l'association Eureka, je réussis. Merci beaucoup également pour l'invitation. Salahedine Ali, en 2010, vous avez créé Eureka, je réussis à Goussainville. Quel constat initial vous a poussé à fonder cette association? Alors, pour être encore plus exhaustif sur Eureka, on est sur une fondation réalisée par 2 lycéens, plus que Salahedine et moi-même, qui étant à l'époque étudiants, qui avaient besoin de cette structure et de cette création. C'était Marwan Chamaki et Kader Berekla, 2 lycéens qui ont fondé cette association en 2010 sur le territoire de Goussainville, dans le Val d'Oise, à côté de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et le constat était simple, il n'y avait pas de structure pour recevoir du tutorat scolaire. Tutorat scolaire, soutien scolaire ou aide aux devoirs. On a essayé tous les formats chez Eureka. C'est passé par du soutien scolaire chez les familles, enfant par enfant, du soutien scolaire directement dans nos locaux associatifs, du soutien scolaire par petits groupes dans les locaux de la ville, et c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui dans les locaux de la municipalité de Goussainville, et qui on est en bon terme et avec qui on travaille très très bien. Et aujourd'hui, ces 2 fondateurs font encore partie pour bien... C'est toujours des bénévoles de l'association. Ok, très bien. Marwan Chamaki, toujours aussi investi dans le territoire, car il est devenu élu à la politique de la ville à Goussainville. Et Kader Berekla, lui aussi, non pas élu, mais cette fois directeur général de l'urbanisme à Goussainville. Donc les jeunes de Goussainville sont des jeunes très attachés à leur territoire, et c'est pour ça Mais tous les deux, vous êtes là depuis la jeunesse de l'association. Tout à fait. Okay. Ça. On a toujours été là, et à un moment ou à un autre, on s'est pris au jeu de se dire, on est bénéficiaire. Moi, j'ai reçu une aide à l'époque pour rejoindre mes études d'ingénieur, et grâce à l'aide de la ville, j'ai dû fournir un soutien. Donc, soit une association caritative, pour ne pas donner de nom très connu de chez Coluche, une association de football. Ça, c'était la condition pour bénéficier de cette aide? Exactement. Cette condition-là a été sans équivoque. Moi, je voulais aider des jeunes. Aider des jeunes en faisant du soutien scolaire, en faisant des mathématiques. Et j'ai rejoint Eureka, et je suis devenu bénévole de cette association dont j'entendais parler depuis le début, depuis ma jeunesse, depuis mon collège, mon lycée. Et j'en suis devenu ensuite le trésorier en 3 mois, puis président, où j'ai enchaîné les mandats, et j'ai fait donc 7 ans de trésorerie, de présidence et de bénévolat chez Eureka. Et cette aide aux devoirs en maths, c'était à destination d'élèves au collège, collégiens, lycéens. Donc à l'époque, on avait des jeunes qu'on accueillait par petits groupes de 4 à 5 élèves au maximum, de la 6e à la seconde. Aujourd'hui, ça en parlera mieux que moi, c'est un public qui est beaucoup plus élargi, un public qui a un bénéfice plus qu'en mathématiques, il sera sans doute d'autres matières, et surtout un public qui en veut, parce qu'au bout de 15 ans d'existence d'Eureka, on se rend compte que ces jeunes qui ont reçu donc un enseignement ou une aide d'Eureka... C'est vertueux, ils deviennent tous mentors, tuteurs, bénévoles et investis sur des événements. Tous, sans exception? Pratiquement tous. Et vous, comment est-ce que ça a commencé? Alors moi, ça a commencé en octobre 2021. Ali, qui est un ami de longue date, m'appelle et me dit Salahedine, est-ce que tu veux rejoindre l'association? Avec plaisir, j'ai reçu l'association en octobre 2021. J'ai commencé par être un tuteur de mathématiques. Et ensuite, petit à petit... 2 mathématiciens, là, en plateau. C'est ça, 2 profils scientifiques. Et voilà, petit à petit, je me suis orienté vers le pôle orientation en tant que vice-responsable du pôle orientation. Ensuite, j'ai pris la responsabilité du pôle orientation. Et aujourd'hui, j'ai fini vice-président de l'association. Toujours... avec l'aide que je peux apporter à notre président aussi. C'est ça. Pour parler un peu de l'association, en 2010, effectivement, comme l'a dit Ali, ça a été créé par 2 jeunes Goussainvillois
toujours dans l'objectif de pouvoir aider les jeunes dans leur réussite éducative et scolaire. Et en fait, ça part du constat que pour qu'un jeune de Goussainvillois ou un jeune tout court puisse réussir, puisse s'émanciper, il doit avoir de bonnes notes à l'école, être bien orienté et avoir une bonne ouverture culturelle et voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Et justement, c'est le principe de base de notre association qui fonctionne sur 3 pôles. Les tutorats de la réussite, l'orientation scolaire et l'ouverture culturelle. Et juste pour aller jusqu'au bout de ma curiosité, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous avez 2 métiers, à part votre participation à cette association. Qu'est-ce que vous faites chacun? Moi, de mon côté, je suis ingénieur dans le spatial, donc ingénieur dans une entreprise assez connue dans le spatial, dans laquelle je développe des pièces d'interface entre le satellite et le lanceur. Et auparavant, je travaillais à la stratégie, toujours dans le spatial. Et encore avant, j'ai été diplômé d'un diplôme d'ingénierie mécanique spécialisé en énergétique, motorisation et propulsion. Moi, pour ma part, j'ai un diplôme d'ingénieur dans les travaux publics et le génie civil, en spécialité infrastructure et travaux souterrains. Donc, dans un premier temps, je me suis spécialisé dans tout ce qui est tunnelier, tunnel, etc. J'ai beaucoup travaillé pour le Grand Paris, la ligne 15, etc. Et actuellement, je me suis spécialisé sur les travaux publics. On va refaire les routes, les autoroutes, etc. Et parmi les jeunes que vous accompagnez, il y en a beaucoup qui s'orientent vers des carrières scientifiques. Je pense aux filles notamment, c'est souvent ce que j'allais dire. Le bémol en France. On a la chance de pouvoir avoir accès à un large panel de parcours en France. Et chez Eureka, nous, on a fait le constat que les parcours scientifiques étaient accessibles aux 2 genres, mais que les femmes avaient de plus en plus de mal à intégrer les écoles d'ingénieurs, à intégrer des études scientifiques, des parcours de chercheuses. Et donc, on a lancé des projets, type projet codage et programmation. Donc, c'est un atelier qu'on organise tous les ans, qui dure entre 6 et 9 mois, dans lequel on va aider le jeune collégien et lycéen, collégienne, lycéenne. Vous les sensibilisez particulièrement les filles? Eh ben, c'est ce que j'allais dire. Codage programmation, c'est un atelier qui dure 6 à 9 mois. Et à la fin de l'année, on a eu la chance l'an passé d'emmener les jeunes à la Vivatech. Il y a 2 ans, c'était l'Organisation internationale de la francophonie qui nous a permis d'emmener un groupe de 10 jeunes filles à la Vivatech, qui est un fameux salon à Porte de Versailles dédié aux nouvelles technologies. L'an passé, ça a été le même résultat, cette fois-ci organisé et invité par l'équipe de Moradatic, de l'équipe Qu'est-ce qu'il y a. Et cette année, on espère pouvoir inviter ces jeunes-là et même les faire intégrer l'équipe de la Vivateam au sein même de la Viva Technologie. Est-ce que la genèse aussi de cette éducation, elle se fait aussi sur l'idée que le système éducatif en l'état, ou en tout cas à l'époque, n'était pas suffisamment adapté aux réalités de ces jeunes? Alors, juste pour compléter ce qu'Ali a dit par rapport à l'égalité homme-femme, justement, dans les métiers de la science, il faut savoir que nous, cette année, on a 220 adhérents. Et sur nos 220 adhérents, on a pratiquement 60% de femmes. Donc on a un public plutôt féminin. Plutôt féminin, oui. Et par rapport à... Quelle était votre question? Ma question, c'était plus, est-ce que vous répondez aussi peut-être à un manque du système éducatif en l'état, compte tenu de ces jeunes sur ce territoire particulièrement? Alors moi, comme j'aime le répéter, on n'a pas la prétention de remplacer l'éducation nationale, on juste proposé quelque chose de différent. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent, on dit que Eureka, c'est une association de jeunes complémentaires. Pour des jeunes, exactement. Et c'est un peu un autre aspect des tutorats, un autre aspect de l'accompagnement qu'on veut donner aux jeunes, parce que c'est plus simple de recevoir des cours d'un élève, d'une personne de 22-23 ans, avec qui on s'entend bien, que de recevoir des cours peut-être d'un professeur ou un cours magistral. Nous avons même fait le choix à l'époque d'Eureka de donner ces tutorats, ces sorties, ces événements d'orientation uniquement le week-end. On travaille uniquement le samedi et dimanche pour compléter ce que le jeune reçoit du lundi au vendredi. Quelquefois, on organise des choses en soirée, mais 99% de nos actions ont lieu le samedi et dimanche et pendant les vacances scolaires. On a eu la chance de travailler dans le cadre de la cité éducative aux intensifs brevets, baccalauréat. L'année du Covid a travaillé du mois de juillet, du 19 mars 2020, à l'époque où le président Macron a fait l'annonce du confinement, du 19 mars jusqu'au 31 août, à faire des tutorats aux jeunes pour qu'ils puissent réaliser une rentrée, pour la rentrée 2020-2021, dans de bonnes conditions. Cécilia ? Est-ce que pour vous, c'est la clé, la transmission et la transmission entre élèves? Est-ce que c'est la clé de la réussite, selon vous? Parce que vous parlez beaucoup de tutorat, mentorat. Comme je répète ce qu'il a dit Ali, moi je suis un peu dans le BTP, donc je parle d'économie circulaire. C'est-à-dire que les jeunes qu'on a aidés, eux, en tant qu'adhérents, vont devenir bénévoles une fois leur bac obtenu. Et justement, la force de l'association, c'est cette économie circulaire, cette transmission qu'un jeune qui a pu bénéficier des services d'Eureka puisse à son tour, lui,
en faire bénéficier aux autres. C'est créer des modèles aussi. C'est ça, exactement. Exactement. Nous, au RECA, on accompagne des jeunes de la 6e à la terminale de manière officielle, mais il y a aussi cet accompagnement entre bénévoles. On est une 60aine de bénévoles, où chaque bénévole peut apporter à un autre bénévole des conseils par rapport à ses études supérieures, par rapport à son orientation. Enfin, on a une tranche d'âge, les bénévoles de 18 ans à 27 ans. Donc, il y a aussi cette transmission qui n'est pas, entre guillemets, officielle, mais qui se fait quand même entre des bénévoles. Et on a bien senti qu'il y avait un besoin pour cette tranche d'âge de la 6e à la terminale, mais pas que. Les jeunes qui arrivent en 6e ont des difficultés, les jeunes qui quittent la terminale ont d'autres difficultés. Oui. Et donc on a pris l'initiative en 2021 de créer 2 autres associations complémentaires à ce que RECA a mis en place, avec Salah Eddine et Farid Garbi, qui est président de l'association Mathémacité. On a fondé cette association pour des jeunes jusqu'à l'âge de 11 ans, de vulgarisation scientifique, jeunes garçons, jeunes filles. Et on a aussi eu le luxe de pouvoir créer une association qui s'appelle Mentor de demain, dont jusqu'à l'été dernier, les 3 membres du bureau étaient 3 jeunes bénéficiaires d'Eureka. Et donc, Mathémacité, Eureka, je réussis, Mentor de demain a permis de créer ce cercle vertueux et qu'on essaie de continuer aujourd'hui. Comment est-ce que vous définissez la réussite chez Eureka, je réussis? C'est quoi? C'est les bonnes notes? Ça passe par quoi? Quels sont nos indicateurs de réussite? Alors, dans un premier temps, effectivement, il y a l'évolution sur le bulletin. C'est important. Quand on prend un jeune en début d'année, en septembre, voilà, on a une idée sur le bulletin de l'année dernière et on compare aussi au bulletin de la fin d'année. Deuxièmement, il y a le ressenti des parents aussi. Les parents, c'est super important. Justement, on s'axe beaucoup sur la parentalité, le fait d'accompagner l'élève. Le retour des parents sont aussi super importants. Et surtout, à chaque fois qu'on fait un événement, on essaie d'avoir un feedback. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que cet événement t'a apporté? Comment est-ce que vous les impliquez, les parents, justement? Alors, il y a plusieurs volets. Le premier volet, c'est les LPAP, donc la parole aux parents. Ou la pizza à partager. De vos initiatives. C'est ça, exactement. La pizza à partager? C'est le surnom un peu officieux qu'on donne au LPAP, la parole aux parents, parce qu'à ce moment-là, il y a toujours des pizzas. Et c'est un moment le LPAP, ça rassemble. Et donc voilà, c'est par rapport au sujet. Et c'est quoi ça? C'est à raison d'une fois par mois? Vous prenez la température auprès des parents? Environ à 4-5 fois par an. D'accord. On essaie d'organiser des LPAP et sur des sujets divers et variés, par exemple l'éducation permanente, ou des fois on les appelle juste pour avoir un ressenti, les actualités de l'association, comment vous trouvez nos tutorats, nos événements liés à l'orientation, etc., avoir un peu des feedbacks des parents. Et surtout, ce qu'on a mis en place cette année, justement pour créer le lien entre le parent et l'élève et pour pouvoir faire sortir un peu les parents de Goussainville, aller voir ailleurs, sur les sorties culturelles, on les accompagne, on les invite à accompagner les élèves. Pour nous, c'est un peu un modèle win-win parce que on a des accompagnateurs en plus, et justement, on crée ce lien entre les parents et les élèves. Oui, vous créez même, vous incitez à créer une autre dynamique, même au sein des foyers, quoi. C'est ça, exactement. C'est justement sur cet aspect-là qu'on veut jouer pour créer ce lien entre le parent et l'élève. Il y a un indicateur, si je peux me permettre, qui est encore plus marquant que des choses factuelles comme les notes ou le ressenti d'un parent, d'un enfant, c'est sa volonté. Pour faire lever un enfant pendant des vacances scolaires ou en plein milieu de juillet à 9h un samedi pour faire des mathématiques, c'est qu'il apprécie ce qu'il fait. C'est ce qu'il aime, ce qu'il fait. Et ce qu'on répète aux jeunes, quand tu aimes ce que tu fais, tu n'as jamais l'impression de travailler. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à témoigner de leur engagement, témoigner de leur amour sur ce qu'on réalise sur Eureka. Est-ce que vous... Oui, vous voulez dire? Non. Est-ce que vous identifiez d'autres obstacles quant à l'épanouissement de ces jeunes dans les quartiers populaires? Alors, on va même parler de quartiers prioritaires de la ville, dans le sens où c'est des jeunes qui ont plus de besoins. Moi-même, j'ai été un jeune qui a eu besoin. Et pourtant, mon père a toujours pris soin de moi, ma mère a toujours pris soin de moi, mais par contre, je n'avais pas accès à l'information. Typiquement, je ne connaissais pas Stanislas, je ne connaissais pas Polytechnique, l'ESSEC, l'EDEC, HEC. Et pourtant, c'est des choses qu'on peut retrouver de manière culturelle dans Paris Intramuros. Donc, il y a cette information-là. Et comment alors, vous concernant justement, c'est intéressant, comment est-ce que l'information est venue à vous? Alors, comment l'information est venue à vous? C'est en ayant des modèles, des mentors, des jeunes du territoire qui ont réussi, qui sont venus nous inspirer, qui sont venus nous transmettre une parole. Donc, c'est vraiment déterminant pour la trajectoire d'un jeune? Tout à fait. Déterminant et j'irais même plus loin que ça, fondamental. Quand on a l'information, quand on sait que c'est faisable, il n'y a plus rien pour nous empêcher. À partir du moment où il y a une volonté, il y a un chemin. Vous avez parlé de modèles. Qui vous a inspiré dans votre scolarité? Parce que vous avez tous les deux des très beaux parcours. Donc, personnellement, des modèles, le premier modèle, ça a été mes parents. Exactement, j'allais dire aussi. Ma mère, mon père, ma famille. Ensuite, les professeurs, les enseignants. Je me rappelle d'un professeur que j'avais en 3e au collège, qui était un professeur de brevet d'initiation à l'aéronautique, BIA, qui est une
une proposition faite par le collège de manière totalement volontaire et désintéressée, dans lequel on découvre le monde de l'aéronautique. Et ce professeur-là que je vais citer, monsieur Ndiaye, m'a sauvé parce que j'ai commencé par des études de médecine et je suis ensuite parti en études aérospatiales. Et au moment où j'ai eu mes résultats de médecine, où j'étais au plus bas du mental, de ma santé psychique. Parce que vous n'aimiez pas ce que vous faisiez et c'est surtout que je n'ai pas été classé. J'ai raté le concours. Okay. C'est ça la raison principale. Okay. En ratant ce concours-là, la première personne à qui j'ai pensé, c'est ce monsieur-là. Et donc j'en ai parlé à ma mère et je l'ai appelé le lendemain. Et c'est reparti pour des études de 5 ans d'aérospatiale. Et vous, ça là Alors moi, mes modèles, comme l'a dit Ali, dans un premier temps, c'est les parents. Il faut savoir que les parents sont issus de l'immigration. Moi-même, je suis issu de l'immigration. Donc il y avait vraiment cette envie-là de réussir, de rendre fiers les parents. Et pour moi, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est ma motivation numéro 1. Il y a eu également mes professeurs de terminale au lycée Romain Rolland, le professeur M. Riquier, je vais tous les citer. Mais, c'est une cérémonie d'Oscar. C'est vraiment ces profs-là qui nous ont motivés, qui nous ont poussés à faire des études, qui nous ont dit que là, les portes étaient ouvertes. Et justement, moi, l'information que je relate à nos élèves, c'est l'autocensure. L'autocensure, c'est vraiment ce qui détruit la motivation, ce qui fait en sorte que l'élève, au final, il veut pas, parce qu'il dit je veux pas réussir, etc. Et qu'est-ce qui va faire qu'un élève s'autocensure? C'est le manque d'information? Il y a le manque d'information, et il y a aussi le message un peu qu'on véhicule, tu es de banlieue, donc c'est compliqué pour toi, etc. Pourquoi? Pour des questions de code, des questions de code, aussi de proximité géographique. Ça aussi, c'est un frein, il faut être honnête. Nous, la fac la plus proche, c'est ou Cergy ou Saint-Denis, donc c'est prendre le RERD, les conditions ne sont pas forcément bonnes. Mais ce n'est pas un paramètre qui va être impactant. Moi, ce que je répète aux jeunes, c'est que les portes sont ouvertes. Oui, il y a des difficultés, mais c'est le travail que tu vas fournir, ta motivation, ton audace de faire ce que tu veux faire, d'arriver à ce que tu veux arriver. C'est ça le plus important. Et justement, ces difficultés dont vous parlez, est-ce que c'est d'autant plus difficile dans un contexte de crise sociale et économique comme celui dans lequel on est actuellement? Est-ce que ça vous demande de redoubler d'efforts pour leur donner confiance, en fait? C'est ça, en fait. Toutes ces crises-là, économiques, sociales, etc., font que nos jeunes, malheureusement... Ça a un impact? Ils sont plus motivés. Donc, on constate que chez nos jeunes, il y a une très forte hausse de manque de motivation. Et justement, des événements comme l'orientation, on leur donne des modèles, on organise des échanges avec les intervenants, avec des jeunes, justement, de leur quartier, de leur ville, de leur banlieue, etc. Vraiment, c'est ce qui motive le jeune. Et le jeune, au final, il se dit... il y a quelqu'un qui habite dans le même quartier que moi, qui a eu les mêmes difficultés que moi. Aujourd'hui, il est ingénieur en aérospatial, il est médecin, il est avocat, il est juge. C'est justement ces échanges-là qui font en sorte que l'élève il dise « moi, je peux ». Justement, on va parler orientation tout de suite. Et orientation, justement, c'est parti pour la loupe. Et Cécilia, tu nous parles d'une jeune femme inspirante, un modèle pour les futures générations. Oui, Christiane Fagbemi a de nombreuses cordes à son arc. Elle est lauréate du prix Égalité des chances du Val d'Oise, lauréate de l'Institut de l'engagement. Elle a également décroché le certificat talent de la diplomatie qui est délivré par le ministère des Affaires étrangères. Et comme vous, elle vient de banlieue. Elle a commencé ses études entre Goussainville et Cergy dans le Val d'Oise. Et elle a réussi, grâce à l'aide de plusieurs associations, à casser ce fameux plafond de verre. Aujourd'hui, elle est en master en affaires publiques à Sciences Po et en parallèle, elle est présidente de l'association Cité des Chances. On l'écoute. L'ambition de Cité des Chances, elle est double. Ça va être d'une part de montrer aux jeunes qu'ils sont légitimes et capables de s'approprier le débat démocratique et d'autre part de se projeter dans leur parcours d'orientation, d'études après le bac. Sur l'éducation à la citoyenneté, ça va passer par des simulations et des visites d'institutions parce que oui, aujourd'hui, il n'y a plus de sens pour aller voter. Tout le monde a voix au chapitre en théorie, mais on voit bien que quand on est jeune, on ne se sent pas légitime, on s'auto-disqualifie ou on est disqualifié par les autres pour prendre part au débat démocratique. Et l'idée, c'est de montrer aux jeunes par des situations concrètes, notamment par le biais des simulations parlementaires, oui, qu'en fait, les sujets qui sont débattus à l'Assemblée nationale, au Sénat, c'est des sujets qui leur parlent finalement. Des sessions parlementaires qui ont donc été organisées avec des jeunes d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis ou encore des élèves des Mureaux dans les Yvelines. L'objectif donc c'est de se glisser dans la peau d'un parlementaire pour comprendre le fonctionnement des institutions. Ils ont par exemple eu
l'opportunité de réfléchir au maintien de l'AME, donc l'aide médicale d'État, ou encore au contour de la réforme de l'assurance chômage. Et Cécilia, des jeunes qui participent au débat démocratique, mais qui se questionnent aussi sur leur orientation. Oui, l'association a pensé à tout, Alix. Elle vient d'ailleurs de sortir un guide de l'orientation 2025 pour les accompagner dans cette période compliquée. Un guide qui est d'ailleurs très bien fait puisqu'il a 94 pages, très bien documenté, qui détaille les formations en post-bac qui existent et qui donne accès aussi à des témoignages d'anciens élèves. Le guide fournit aussi les adresses mail d'anciens candidats pour permettre aux futurs élèves et aux futurs élèves qui recherchent une formation de prendre directement contact avec eux. Et justement, donc, on n'a pas encore parlé d'orientation. Selon une étude J'explore qui est réalisée en partenariat avec Opinionway, il y a 54% des jeunes qui regrettent leur choix d'orientation. Alors, première question, comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il faut mieux accompagner les élèves? Est-ce qu'il faut plus faire de stages? Est-ce qu'il faut réformer Parcoursup? Voilà. De belles questions. Ah ouais. Beaucoup de Avec questions. 2 minutes. des réponses nécessitant une grande synthèse. Non mais vous, qu'est-ce que vous identifiez Par retour d'expérience, Voilà. pour avoir recommencé 2 fois mon année de médecine, 2 fois ma première année de médecine, au bout de 2 ans, quand on se rend compte que le temps est passé et que on n'a rien derrière ces 2 années d'études, eh bien, on ne sait pas qui se retourner. On sait Que pas vous, vers typiquement, en qui- médecine, c'était je suis bon en maths. Bon, bah, C'était go un choix de médecine, cœur. quoi. Moi, je voulais être pédiatre initialement, travailler avec des enfants. Ah, donc il y avait un vrai choix du cœur quand même C'était un derrière. choix du cœur. Mais depuis toujours. Moi, mon but dans la vie était d'être pédiatre. Oui. Donc, ouais. Très difficilement, j'ai dû quitter ce parcours-là. J'ai dû partir travailler en pizzeria, travailler en logistique, dans des entrepôts. Mais je ne pouvais pas rester sur cet échec, qui pour moi était un échec à l'époque-là. Et la valeur que vous donnez, ces 54%-là, peut-être correspondent à ce ressenti sur le coup. Si vous me demandez est-ce que je recommencerais aujourd'hui des études de médecine, ce serait totalement non. Je suis totalement épanoui sur ce que j'ai engagé aujourd'hui. Par contre, l'entreprise de changer de parcours, d'être dans un parcours qu'on ne connaît pas, le spatial typiquement, et de commencer quelque chose qui est honnêtement l'inconnu, et pas Ça ne vous aisé. serait jamais venu sans ce professeur d'ailleurs. Tellement. Ce professeur a changé ma vie, mais en me donnant une idée. Il ne m'a pas forcé la main, il ne m'a pas emmené dans un parcours, il m'a juste dit, pourquoi pas. Et peut-être que l'orientation, aujourd'hui, c'est des associations comme Eureka, en proposant des événements, typiquement l'orientation. L'orientation. Et je vous propose justement de regarder une petite vidéo qui date de février 2024. Comme vous le savez, nous sommes en plein mois de l'orientation, avec différents événements que mène Eureka en partenariat avec la mairie, comme les cafés networking et les visites, que ce soit d'entreprises ou de sites. Franchement, je suis très satisfait parce que d'un côté, on est rassuré, on nous ramène des professionnels pour nous accompagner, pour nous expliquer. Il n'y a pas toutes les associations qui font ça pour leurs élèves. En cette période Parcoursup, nos jeunes Goussainvillois, les terminales, avec leurs parents, sont préoccupés par leur orientation. La municipalité, conjointement avec l'association Eureka, les parents d'élèves, l'éducation nationale, par le biais de la cité éducative et du service EUBAvenir, souhaitent aider ces enfants et leurs parents pour ce choix d'orientation. Qu'est-ce qui se passe concrètement pendant ces sessions ? Alors la nouveauté qu'on a mis en place à Eureka ces dernières années, c'est le mois de l'orientation. Donc généralement, on faisait des petits événements un peu éparpillés sur l'année scolaire. Et il y a 2 ans, on a décidé de faire le mois de l'orientation. Donc le mois de l'orientation qui débute le 1er janvier et qui finit dans les premiers jours du mois de février. Et donc, dans ce mois de l'orientation, on organise des visites d'écoles ou d'entreprises le mercredi après-midi et des cafés networking. Des cafés networking, qu'est-ce que c'est ? C'est des sessions en comité restreint, 15-20 élèves, où on ramène 4-5 intervenants avec des parcours différents pour parler d'un sujet. Donc le droit, la médecine, etc. Donc sur ces 8 événements du mois de janvier, on clôture le premier samedi du mois de février avec la grande journée de l'orientation. L'orientation, qu'est-ce que c'est ? C'est des centaines d'intervenants sur des métiers divers et variés, des formations diverses et variées, qui vont permettre aux jeunes de pouvoir se renseigner, parler, de trouver des réponses à leurs questions. Et on organise, on peut y trouver plein de stands Parcoursup, stands photos professionnels, parler avec des associations partenaires, comme vous avez cité, Cité des Chances, Ambition Campus. Et c'est des événements qui sont en lien avec les cités éducatives et la mairie de Goussainville, qu'on remercie. Parce que, comment vous les trouvez, ces intervenants ? Ils représentent déjà tous les corps professoraux. C'est des contacts. C'est des contacts, on va chercher... C'est pas forcément le réseau de Goussainville, ça va plus loin. Ah oui, tout à fait. On a lancé l'orientation en 2016. Cette année, on fête les 9 ans de l'orientation et les 15 ans de Eureka.
En 2016, dans Action, c'était 3 amis, quelques jeunes, et c'était vraiment le réseau. Un tel connaît une autre personne. Aujourd'hui, on a des intervenants qui viennent de partout en France, des jeunes qu'on a fait venir de partout aussi en Ile-de-France. On a aussi des retours de parents qui font des trajets de 1 heure, 1 heure et demie pour venir à cet événement qui devient quelque chose de sacralisé sur le territoire du Grand Roissy. L'orientation, maintenant, c'est quelque chose d'immanquable. On a même des intervenants qui viennent de l'étranger, de la Suisse, la Belgique, les Royaumes-Unis. Et justement, comme il l'a dit, c'est vraiment devenu un événement phare du bassin du Grand Roissy. Dans les villes aux alentours, malheureusement, on ne trouve pas ces forums d'orientation. Et donc, notre orientation est devenue l'événement phare. C'est pour ça qu'on est accompagné énormément par l'État, par la mairie, les CTE éducatifs. Et on le sait aussi, et c'est ce qu'évoquait Cécilia tout à l'heure, les inégalités, elles commencent aussi au moment du stage. C'est ça. Est-ce que vous faites quelque chose à cette... Alors, effectivement, on travaille avec la structure du Hub Avenir et Viens voir mon taf, qui sont des structures qui aident les jeunes à trouver des stages de 3e. Et aussi, dans notre réseau propre de notre association, parmi les 60 bénévoles, on aide énormément les jeunes à trouver des stages, que ce soit via nos contacts. On les aide à monter leur CV, leur lettre de motivation. On essaie vraiment de les accompagner au plus proche, proposer des choses vraiment pertinentes et impactantes pour pouvoir aider les jeunes à trouver ce qu'ils cherchent. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement, ça passe très vite. J'aimerais quand même qu'on parle de la problématique d'estime de soi chez ces jeunes. Comment est-ce que vous les aidez à les surmonter? Ça passe par quoi? On a le sentiment de rencontrer des jeunes qui sont perdus, désintéressés par leur parcours, alors que c'est, à mon ressenti très personnel, totalement l'inverse. On a des jeunes aujourd'hui qui ont l'information, qui ont Internet, qui ont TikTok, qui ont les réseaux sociaux, Instagram, qui arrivent à trouver l'information et qui ne savent pas comment passer de cette information-là à un parcours, une passerelle, quelque chose de très procédural, de très concret. Et c'est là que l'association vient aider. Alors, ces jeunes qui ont eu l'information, nous, on a fait tout ce qu'on a pu pour leur dire, vu ton parcours, vu ton profil, peut-être que tu t'épanouirais dans ce parcours-là. On n'impose rien, on propose, on essaie de conseiller. Mais cette estime de soi ne vient pas du parcours scolaire. Elle vient de l'éducation, elle vient de la famille, elle vient de quelque chose de beaucoup plus profond. Je donne un exemple, une jeune élève en 3e qui avait été repérée par son proviseur de 3e, qui monte un programme éducatif dédié à elle, qui l'emmène à Henri IV, donc pour faire un lycée avec une prépa qui est assez fameux en Ile-de-France, le lycée Henri IV, qui vient de Goussainville et dont le parent refuse à la dernière minute parce que le lycée est trop loin de la maison. Et c'est là qu'on se rend compte que l'estime de soi ne vient pas que de l'enfant. Il vient aussi de la considération des parents vers l'enfant, des professeurs, du corps professoral vers l'enfant, et tout simplement des pairs. La comparaison d'une amie avec une autre personne, d'un ami avec soi-même. Donc là, ça veut dire qu'il faut aussi sensibiliser les parents. Il y a un travail à faire auprès des parents, j'imagine. D'éducation positive. De transmission, de qualification, d'amour-propre vers l'enfant, lui répéter qu'il va réussir, qu'elle va réussir, qu'elle peut aller loin, qu'elle peut devenir astronaute, qu'elle peut devenir chercheuse, qu'elle ira loin et qu'on la soutiendra, quel que soit le projet. Et d'ailleurs, je profite pour en parler. Christiane, qui a reçu ce prix de l'égalité des chances, qui est une personne fabuleuse, tant humainement que professionnellement. Elle a reçu ce prix de l'égalité des chances organisé par le conseil départemental du Val d'Oise à une époque où elle en avait besoin. Et c'est ce qui l'a permis d'aller plus loin et de considérer qu'elle allait réussir, et elle allait réussir dans tous les cas. Mais ce prix de l'égalité des chances, cette année, il est organisé en 2025, et j'ai la chance et l'honneur d'être parrain de ce prix de l'égalité des chances. Et je voulais vous le dire, pourquoi ? Parce que les jeunes qui vont voir cette émission, candidater au prix de l'égalité des chances. La clôture, c'est début avril, mi-avril. J'ai eu la chance d'en bénéficier. J'ai eu 8 000 € pour payer mes études d'ingénieur, ma dernière année d'études d'ingénieur. Christiane aussi a reçu de l'argent. Ryan, tuteur chez Eureka. Omer Baoual, qui était lui-même intervenant à l'orientation. On a beaucoup de gens du Val d'Oise qui ont reçu cette aide-là. Et ça marche, et ça aide. Et ensuite, ces jeunes-là qui ont été aidés viendront nous aider. Et le message est passé. C'est déjà la fin de cette émission. Merci Ali Kedjewi, je suis désolée, ancien président de l'association Eureka, je réussis. Et Salahedine Nekrouz, vice-président de l'association Eureka, je réussis. Merci d'avoir répondu présent. Salut Cécilia, à demain. À demain. À demain pour une nouvelle émission.